Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'histoire consacrée à l'émigration des Européens au XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, des millions d'Européens quittent le continent pour aller s'installer en Amérique du Nord et d'une manière plus générale vers les pays neufs, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Brésil. Des pays faiblement peuplés, mais aux richesses importantes. Ainsi, c'est l'inégale répartition de la population et des richesses qui est à l'origine des grands courants migratoires du XIXe siècle. Dans cette capsule, nous allons tenter de répondre à la question suivante: comment et pourquoi tant d'Européens ont quitté leur continent au XIXe siècle? Partons d'une carte du monde au XIXe siècle. Entre 1820 et 1914, près de 60 millions d'Européens quittent le continent européen. Donc, dans une première partie, nous allons tenter de montrer de quelle manière l'Europe fut une terre d'émigration au XIXe siècle. Ces migrations internationales de masse constituent ce qu'on appelle la première phase de la mondialisation migratoire. Plusieurs groupes d'Européens vont, au cours de ce siècle, migrer. D'abord, le groupe le plus important, les îles britanniques, 12 millions d'Anglais, 11 millions d'Irlandais. Puis, quelques années après, la Scandinavie, puis l'Europe centrale. Enfin, à partir des années 1880, c'est au tour de l'Europe méridionale et orientale. Seul un pays fait alors exception en Europe, la France. Ces migrations vont être à l'origine du quatrième grand foyer de peuplement au monde, l'Amérique du Nord. Deuxièmement, pourquoi partir? Ces migrations sont avant tout le résultat des transformations économiques et démographiques que connaît le continent européen au XIXe siècle. Ce que nous appelons tout simplement la révolution industrielle. Cette industrialisation va avoir des conséquences avant tout dans les campagnes. Dans les campagnes a lieu ce qu'on appelle la révolution agricole, c'est-à-dire simplement la modernisation des techniques agricoles qui vont libérer de la main-d'œuvre et nourrir un exode rural assez important des campagnes vers les villes. Cependant, les nouveaux emplois offerts par la révolution industrielle ne suffisent pas à occuper une population de plus en plus importante due à la transition démographique. Cet exode rural va donc nourrir également les flux migratoires, l'émigration vers l'Amérique du Nord et les pays neufs. Ainsi, ce sont des populations plutôt jeunes qui sont exclues du développement économique en Europe, qui vont nourrir les flux migratoires et qui vont émigrer vers les pays neufs. Ceci est particulièrement vrai pour les Italiens du Sud et de Sicile, ou encore les Russes et les Polonais, qui vont constituer une main-d'œuvre bon marché, employée souvent pour des travaux les plus pénibles. Déracinés,
ces immigrés s'entassent dans les ghettos des grandes villes américaines. D'autres vont tenter leur chance dans les mines d'or découvertes en Californie, en Australie ou en Afrique du Sud. Des motivations politiques peuvent être aussi à l'origine de départs massifs. C'est le cas des Juifs de Russie, de Pologne et de Lituanie qui fuient les pogroms, massacres massifs envers les Juifs. Ainsi, en 1914, New York est déjà la plus grande ville juive du monde. La révolution des transports assure l'ouverture sur le monde et le rend accessible aux plus démunis. Ainsi, notre troisième partie va être consacrée à un monde de plus en plus ouvert. Dans les pays de départ et d'accueil se mettent en place de véritables politiques migratoires. C'est-à-dire, les gouvernements incitent une partie de leur population à partir. Dans les pays neufs, le gouvernement met en place des systèmes attractifs pour attirer ces migrants. Partons d'abord des pays de départ. Dans ces pays-là, il s'agit avant tout de se décharger des populations les plus pauvres, parfois aussi marginales, en vantant les conséquences sociales, l'amélioration des conditions de vie en cas d'émigration. Par ailleurs, dans les pays d'accueil, il s'agit de faire appel à une main-d'œuvre pour assurer leur développement économique. Des campagnes de publicité vantent les richesses et les opportunités offertes par les pays neufs. Cependant, à partir de la fin du XIXe siècle, les politiques migratoires deviennent plus sélectives. En 1892, Ellis Island, en face de New York, devient la porte d'entrée des immigrants désirant s'installer aux États-Unis. Dans un premier temps, très peu d'immigrés sont refoulés, à peu près 2%. En 1909, l'immigration devient plus sélective. Il faut avoir la somme minimum de $20 pour entrer aux États-Unis. Ainsi, cette législation nouvelle permet d'être plus sélectif dans le choix de ces migrants. Puis en 1920, on va limiter le nombre d'entrées par des quotas plus précis. Cette politique des quotas est aussi le reflet d'une autre idée qui est le fait que la peur des nationaux envers ces vagues d'immigrés. D'autre part, du point de vue immigré, cette hostilité fait que ceux-ci vont assez rapidement se regrouper par communauté, créant des quartiers à base nationale, voire ethnique. Ici, comme nous voyons par exemple le bidonville de Five Points à New York, ou encore Little Italy, le quartier italien de New York. Et malgré cette hostilité, globalement, l'intégration se fait à des rythmes divers. Et si nous prenons encore le cas de New York, en 1878, cette gravure représente la fête de la Saint-Patrick, saint patron de l'Irlande, et qui donne lieu à des festivités qui regroupent déjà toute la population new-yorkaise, d'ailleurs au-delà de la communauté irlandaise. En 1880, New York élit son premier maire d'origine irlandaise, lui-même immigré.